Ça va Maggie? Ça va et toi? Je suis trop content de t'accueillir. Merci à toi pour l'invitation. Et avec plaisir, tu sais que tu as été recommandé par notre amie Maïté. Ouais. Mais pour te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas, Mhm. tu es juriste de formation, politologue, tu es aussi donc conseillère politique, tu es également activiste, Mhm. écoféministe, antiraciste et décoloniale. On en parlera un petit peu tout à l'heure pour expliquer un petit peu tous ces termes. Et tu es aussi la fondatrice de Dada's Club, Ouais. qui est donc un espace pour des femmes discriminées, pour échanger, etc. Mhm. Tu nous en parleras un petit peu tout à l'heure, j'espère. Tu m'as dit que tu allais bien. Est-ce Ouais. que tu as, toi-même, tu as envie de peut-être te définir, il y a autre chose qui a envie de te définir? Je sais que tu es maman aussi, par exemple. Ouais. Oui, c'est vrai que quand je me définis, j'aime bien dire écoféministe, enfin tout ce que tu as dit, mais j'aime bien rajouter aussi le fait que je sois maman, parce que ça fait partie, enfin c'est une grande partie de mon identité, que ma fille, c'est la personne centrale dans ma vie et que la maternité, ça a redéfini toute mon identité. Quand je suis devenue maman, il y a un peu moins de 2 ans, j'ai dû complètement me réinventer, quoi. J'ai découvert une nouvelle facette de moi, une nouvelle facette de la vie Mhm. que je ne connaissais pas. Donc voilà, je pense que tu as tout dit, mais en plus de ça, je suis aussi maman. Et moi, je trouve ça toujours assez impressionnant. Je ne sais pas si tu connais aussi Zaskia Bricmont. Ouais, C'est aussi une maman et elle est toujours là au manif et tout. Et je trouve que c'est méga impressionnant d'être encore en plus de ça, maman. ouais, en plus. Enfin voilà, je trouve ça impressionnant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où est venu ton engagement à la base de toutes ces raisons d'être activiste Mm. Ben, je pense que c'est plein d'événements que j'ai vécus, d'inégalités, de violences, qui ont fait germer des petites graines d'activistes en moi. Et le premier événement, c'est le fait que j'ai survécu à un génocide et à la guerre à l'est du Congo avec ma famille. J'avais que 5 ans. Quand on est face à ce genre de violence, ce genre de choses complètement inhumaines, ce genre d'injustice, parce qu'on a tout perdu, qu'on doit repartir de zéro, puis qu'on arrive dans un pays et que là encore on doit faire face à d'autres types de violences. Donc quand moi je suis arrivée ici, j'ai été harcelée à l'école pendant de longues années. C'était encore d'autres violences et j'ai été harcelée à cause de ma couleur de peau parce que j'étais la seule petite fille noire de ma classe. Je pense qu'on était 3 noirs au total dans mon école à l'époque. Et donc la différence, le fait que je parlais pas très bien français, que j'avais un fort accent, ça s'est tout de suite ressenti et les enfants me l'ont très vite fait ressentir aussi. Puis plus tard, dans ma vie de jeune femme, enfin même avant ça, en fait, en tant qu'enfant, j'ai été aussi malheureusement victime d'abus et d'attouchements sexuels. Et j'avais que 10 ans à cette époque. Et plus tard, en fait, ces violences en tant que jeune femme ont continué. J'ai été victime de deux épisodes assez violents d'agression sexuelle, dont un quand j'étais étudiante et que je faisais un stage dans un cabinet politique. Et ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me définir vraiment comme une activiste et surtout une féministe, une écoféministe radicale. Je ne supportais plus aucune remarque de la part de mes proches ou de mes amis, des choses que j'avais tendance à laisser passer avant. Mais dès cet épisode-là, c'était complètement radical, quoi. J'allais à toutes les manifestations. Ça a complètement changé aussi mes études. Je me suis réorientée. Et à partir de là, oui, j'ai vraiment commencé à devenir l'activiste radicale que je suis aujourd'hui. Et le mot radical fait un peu peur, je pense. Mais c'est juste que ça veut dire qu'en fait, on ne laisse pas de compromis dans la justice qu'on veut mettre en place en tant que militant. Il n'y a pas de compromis quand on veut mettre en place une vie plus digne, une vie plus juste pour les personnes qui sont discriminées, qui sont violentées. Et c'est ça la radicalité dans l'activisme, en fait. C'est juste qu'il n'y a pas de compromis face à la justice et à l'égalité. C'est hyper intéressant. Je me rappelle d'une personne qui est venue ici qui m'expliquait que radical, ça veut dire à la racine, en fait. Donc c'est très... c'est connoté péjorativement, donc c'est mal vu parfois, mais tu l'as très bien expliqué. Merci de l'avoir indiqué comme ça, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Mais en parlant d'inégalité et donc de ces choses que tu as subies dans ta vie et que tu as pu être observatrice, je sais que c'est peut-être une grosse question, mais je pense que tu es une personne en tout cas qui pourra mieux m'expliquer à moi et aux personnes qui vont nous écouter. En termes d'inégalité aujourd'hui, c'est quoi un peu le constat? Peut-être on peut faire 3 blocs, donc en Belgique, où toi et moi on vit aujourd'hui, en Europe et puis globalement dans le monde. Je sais que c'est une grosse question pour commencer, mais est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer? La première inégalité dont je vais parler, c'est les inégalités hommes-femmes, qui est aussi une des plus longues inégalités historiquement parlant.
Ben voilà, aujourd'hui, les femmes, on vit dans une société patriarcale, machiste, sexiste, qui fait que les femmes subissent encore des violences structurelles dans toutes les sphères de la société. En fait, on est violenté. Et quand je parle de violence, c'est pas seulement le fait que, ben, aujourd'hui, il n'y a pas encore d'égalité salariale. Euh, Même en politique, on n'arrive pas encore totalement en parité. Les femmes ont tendance à moins se lancer au niveau politique. Dans les médias, on est encore sous-représenté. Dans les domaines professionnels comme les domaines techniques, scientifiques, informatiques, etc., les femmes représentent seulement entre 10 et 20%. Et en fait, ces violences-là continuent. Et puis, au niveau des violences physiques, sexuelles, une femme sur deux a déjà été victime de harcèlement sexuel. Et ça, c'est hyper problématique et ça démontre qu'il y a vraiment un problème d'inégalité entre hommes-femmes. Donc, quand on parle d'inégalité, on ne parle pas seulement de représentation, de salaire, on parle aussi des violences qu'on subit. Et moi, j'ai envie de rappeler que quand on parle des violences, on a souvent tendance à penser que les femmes vont se faire violenter par des inconnus dans la rue, alors que le premier espace le plus violent et le plus insécuritaire, le moins sûr pour les femmes, c'est quand même la sphère privée, c'est la maison. Et personnellement, je ne connais pas une seule femme qui n'a pas vécu des violences au sein de son propre foyer. Et ça a été mon cas, j'avais que 10 ans quand ça a commencé, dans mon propre, en tout cas dans mon entourage. Et en fait, au plus je parle de ça avec d'autres femmes, au plus je me rends compte que j'en connais malheureusement pas une qui n'a pas vécu ce genre de choses. Et c'est important de le rappeler. Donc quand on parle d'inégalité entre hommes-femmes, c'est ce genre d'inégalité-là qu'il faut pointer du doigt et il faut rappeler que c'est vraiment structurel. Ensuite, les inégalités raciales. On vit dans une société, en Belgique, la Belgique n'est pas une exception, une société raciste. Et donc, une autre inégalité, qui est aussi une autre inégalité les plus longues d'un point de vue historique, c'est les inégalités raciales. Donc, notre société européenne, nos sociétés occidentales et notre société belge s'est construite grâce à ces inégalités-là, particulièrement grâce à la colonisation. Et aujourd'hui, le racisme est en lien direct avec l'histoire coloniale de la Belgique. C'est-à-dire que le système colonial belge, il avait un seul but, c'était de prouver avant tout la supériorité de la prétendue race blanche. C'était ça le but primaire de la colonisation. C'était de prouver que, en tant que personne blanche, prétendue race, elles étaient supérieures aux autres personnes. Donc ici, vu qu'on parle de la colonisation belge, ici les personnes congolaises et puis après rwandaises et burundaises. Et donc aujourd'hui, en Belgique, on constate que ce racisme est encore bien présent, il est structurel. Et un exemple que moi j'aime bien donner, qui pour moi est le plus parlant, c'est que par exemple les personnes afrodescendantes ont le taux d'employabilité le plus bas de Belgique. Ce taux belge est aussi le plus bas d'Europe. Il faut savoir que les personnes afrodescendantes sont aussi les personnes les plus qualifiées en termes de diplôme et de qualification. Elles sont les plus qualifiées, mais pourtant, quand elles arrivent sur le marché de l'emploi, elles sont complètement inemployables et elles ont le taux d'employabilité le plus bas, comme je l'ai dit. Et ça, c'est hyper problématique et ça démontre un véritable problème structurel. De toute manière, c'est des inégalités qui sont... Donc, au final, je parlais de la Belgique, de l'Europe et du monde. Elles s'appliquent quasiment à chaque fois. Mais c'est vrai qu'en Belgique, c'est trash, tu le mentionnais très bien. Je sais que tu as travaillé aussi sur un dossier européen pour légaliser. Tu peux nous expliquer rapidement un petit peu ce que c'est, un peu les objectifs de ce pacte européen? Oui, donc c'est un pacte européen pour l'égalité et c'est un projet qui a été mené par Avocats sans frontières et European Alternative, qui sont deux ONG européennes basées un peu partout en Europe. Et donc en fait, ils se sont liés pour essayer de convaincre les MEP, donc les membres du Parlement européen, de mettre en place des actions concrètes de lutte contre les inégalités et plus spécifiquement les luttes contre les discriminations raciales. Et donc pour ça, ils ont fait appel à des activistes racisés de part et d'autre d'Europe. Donc il y avait 4 pays au total, la France, la Belgique, l'Italie et l'Angleterre. Ils ont fait appel à différents activistes, ils ont fait un appel à candidature et le but de ces activistes, c'était de se réunir, de rédiger un pacte européen, donc un véritable contrat avec des mesures concrètes qu'on allait ensuite proposer aux MEPs. Et le but, c'était de les faire signer un maximum de MEPs possible. Trop bien. Et on avait un délai imparti de
environ 1 mois et demi pour le faire. On a réussi à récolter un peu moins de 40 signatures. Et le but, c'est qu'une fois que le MEP y signe, il s'engage à véritablement mettre les mesures qui sont comprises dans le pacte en œuvre une fois qu'il va être élu. Et donc, c'est vraiment un véritable contrat entre ces associations qui portent ce pacte et les MEPs d'une autre part. Et le but, c'est d'avoir des mesures concrètes de lutte contre les discriminations et le racisme en Europe, parce que bien qu'il y a un plan européen de lutte contre le racisme et qu'il y a des directives, maintenant la Convention d'Istanbul par exemple, qui a été ratifiée, Tu peux juste réexpliquer la Convention d'Istanbul, c'est la convention de lutte contre les violences faites aux femmes, de manière générale. Et on a attendu très longtemps avant qu'elle soit ratifiée, donc avant qu'elle soit contraignante pour les États, c'est le cas aujourd'hui. Mais voilà, d'un point de vue de racisme structurel, il n'y a pas encore de véritables mesures concrètes. Et donc ce pacte, il est là pour ça. Mais ceci dit, je trouve le côté positif de ça, c'est qu'ils ont fait travailler des activistes sur base de candidature, ça c'est top quoi. Et vous étiez combien du coup dans le fait? On était à peu près 25. Et c'est des activistes racisés et qui ont tous un parcours migratoire absolument incroyable. Moi, j'ai rencontré par exemple David Diombo, qui est un ancien enfant soldat. Il a été détenu en tant qu'esclave en Libye et en fait, il vient du Sud-Soudan. Où il a fui à cause de la guerre. Ensuite, il a fait le parcours migratoire, il est arrivé en Libye, où il a été détenu. Non, d'abord, il est parti au Congo, où il est resté dans des camps de déplacés au Congo. Et là, on l'a embrigué dans un groupe rebelle, donc il était enfant soldat. Ensuite, il a réussi à s'échapper, il est parti en Libye, et là, il a été détenu en tant qu'esclave en Libye. Et là, il a encore réussi à s'échapper avant d'arriver en Europe. Et maintenant, c'est un activiste pour les personnes migrantes, spécifiquement en Libye, mais de manière générale. Et j'ai rencontré ce jeune homme qui a que 25 ans, avec ce bagage de vie. Et personnellement, c'est une des personnes qui m'a le plus bouleversée dans cette aventure. Et des personnes comme lui dans ce groupe, il y en a plein. J'ai cité David, mais voilà, on avait tous un parcours migratoire incroyable. Et c'est aussi pour ça qu'ils nous avaient choisis. C'est parce qu'on savait très bien en fait de quoi on parlait. Ça, je pense. Putain, ça m'a fait des frissons. Mais c'est intense. Mais franchement, allez, on peut critiquer plein de choses, mais je trouve que sur ce coup-là, c'est chouette. En tout cas, voilà, on n'a peut-être pas le temps de tout vraiment voir en profondeur de comment ça a été fait, mais je suis content en tout cas pour toi que toi tu aies pu aussi rencontrer ces gens et donc solidifier aussi vos réseaux et vos luttes. Donc c'est hyper intéressant. J'avais vu dans tout ce pacte qu'il y avait aussi une partie dédiée à la reconnaissance et à la responsabilité historique. Ça, je pense que c'est hyper important quand il en vient à parler de climat, de racisme, etc., de ces racismes structurels. Tu peux nous expliquer un petit peu juste ces deux points de reconnaissance et de responsabilité vis-à-vis des pays des anciennes colonies, quoi. Mais en fait, aujourd'hui, quand on parle de racisme structurel, on a tendance à oublier que ce racisme, il a une histoire et il a des racines, en fait. Et ce racisme, ces racines, plutôt, c'est en grande partie, la colonisation. Et donc, aujourd'hui, quand on parle des inégalités raciales, mais aussi des bouleversements climatiques, on a tendance à oublier que la colonisation est une des sources, en fait, de ces problèmes qu'on rencontre encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans ce pacte, c'était important de le rappeler, parce que quand on veut combattre des inégalités et quand on veut rétablir, entre guillemets, l'ordre, c'est important de savoir de quoi on parle, et c'est important de savoir aussi quels sont les problèmes à la racine pour mieux combattre les violences en question. Et donc, oui, c'était important pour nous de mettre la reconnaissance de l'histoire coloniale dans les problèmes liés aux discriminations raciales, mais même dans les problèmes liés, comme je l'ai dit, aux inégalités climatiques, à la justice climatique, parce que on ne l'enseigne pas, mais la colonisation, elle a eu des bouleversements absolument incroyables d'un point de vue environnemental et climatique sur les écosystèmes des pays colonisés et aussi sur les écosystèmes des pays colonisateurs qui ont pu construire, et jusqu'à aujourd'hui qui peuvent construire leur transition écologique grâce à l'exploitation des ressources des pays anciennement colonisés. Et aussi faire face aux dérèglements Au climatiques. dérèglement, exactement. Donc avoir les ressources pour... Enfin voilà, évidemment c'est tout un... Ouais. C'est très très injuste. Moi, personnellement, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles je l'ai fait, c'est quand j'ai vraiment bien compris tout ce système d'injustice qui était hyper profond. Mais je vais être direct avec toi. Avant de te rencontrer, avant de faire un peu de travail quand même pour t'inviter ici,
j'avais jamais entendu parler de ce pacte. Mm. Comment on fait pour que des personnes soient au courant de ce pacte? Est-ce que vous avez fait un travail de communication par rapport à ça, enfin, au-delà de la sphère européenne, tu vois? On fait un travail de communication, un travail de plaidoyer. Déjà, comment on fait? On crée ce genre de contenu, donc c'est super. C'est aussi en parler autour de soi, par exemple, parce que même une personne en plus qui est au courant de l'existence de ce pacte, c'est déjà ça de gagner. Et chaque voix a son importance et chaque voix compte. Et moi, je dis toujours que même si on n'a pas une grande communauté, le travail de plaidoyer et de déconstruction, il commence avant tout dans sa propre maison et avant tout dans son entourage. Donc, tu peux en parler à tes proches, à tes amis, qui eux en parleront à leurs siens et ça fera un effet boule de neige comme ça. Et c'est déjà super. Donc, c'est des façons de faire qui coûtent rien en vrai et qui sont super efficaces malgré le fait qu'on ne s'en rende pas forcément compte sur le moment même. Et voilà, je pense que j'ai répondu à ta question, comment on fait. Oui, en réalité, oui, c'était parfait. Mais je vais revenir à la définition, en tout cas la manière dont je t'ai défini au début. Donc, il y avait 3 façons de te définir en tant qu'activiste. Pour des personnes qui ne connaissent pas du tout ce terme, enfin même moi au final, je ne suis pas très éduqué sur ces questions. Enfin, j'ai essayé de mettre un petit bouquin, je ne sais pas si tu reconnais. Mais voilà, activiste décolonial, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire et en quoi consiste ton travail sur ce pan-là en tout cas? Activiste décolonial, c'est tout simplement essayer de sensibiliser, mais surtout de déconstruire en fait l'imaginaire, le système de manière générale, le système colonial et néocolonial dans lequel on baigne encore en Europe, mais par le monde entier en fait. Parce que quand on parle de colonisation, on a tendance à penser que c'est du passé, alors que c'est encore bien présent, bien que beaucoup de pays anciennement colonisés ont acquis leur indépendance et beaucoup de pays anciennement colonisateurs ont dû laisser ces indépendances, ne les ont pas données dans la plupart des cas, ils les ont vraiment laissées parce que ces indépendances se sont arrachées après des années et des années de combat. En fait, ça continue encore de produire des effets, que ce soit sur les peuples anciennement colonisés ou sur les peuples anciennement colonisateurs. Et donc, c'est encore bien présent. Et donc, être activiste décolonial, c'est avant tout se rendre compte de ça, c'est-à-dire que même quand on est une personne racisée, il faut qu'on se rende compte des normes qu'on a internalisées et du système colonial qu'on a pu nous-mêmes internaliser. Même toi, tu as sûrement internalisé des normes, des pensées, des préjugés qui sont dus à cette période coloniale sans même que tu t'en rendes compte. Et donc être activiste décolonial, c'est d'abord se rendre compte de ça, faire un travail de déconstruction pour soi-même et ensuite essayer de partager ce travail de déconstruction-là, ce travail décolonial, que ce soit dans son entourage, mais plus globalement au niveau de la société. Donc moi, c'est ce que je fais. J'essaye vraiment, j'ai d'abord fait un travail pour déconstruire, me rendre compte que j'avais internalisé plein de choses racistes, plein de normes néocolonialistes qui en fait ne sont pas du tout normales, des façons de penser vis-à-vis de mes propres communautés, vis-à-vis de moi-même en tant que personne, en tant que femme noire, qui ne sont en fait pas normales et qui sont issues de cette histoire coloniale. J'ai d'abord déconstruit ça et ensuite quand je me suis rendu compte que c'était un système dans lequel je baignais et qu'il fallait à tout prix partager entre guillemets ma déconstruction, j'ai voulu devenir activiste et donc commencer à aider les institutions publiques pour faire ce travail de déconstruction et de décolonisation. J'ai notamment fait partie, et je suis toujours sympathisante de Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Et donc en fait, c'est vraiment une institution et grâce à ce collectif-là, on a pu mettre en place, déjà on a pu découvrir en Belgique ce que c'était la décolonisation de manière générale et surtout la nécessité de décoloniser notamment l'espace public, parce qu'on parle beaucoup d'espace public, mais quand on parle de décolonisation, c'est vraiment structurel. On peut aussi parler de décolonisation de l'éducation, des médias, etc. C'est vraiment un ensemble. Avec Mémoire coloniale, ça se concentre avant tout sur l'espace public et j'ai été formée par ce collectif en question et voilà un exemple d'activisme décolonial, par exemple. Bah oui, c'est très chouette. J'ai fait d'ailleurs une visite avec Mémoire décoloniale, j'ai appris plein de choses. Mais en fait, du coup, est-ce que n'importe qui peut devenir, est-ce qu'une personne blanche peut devenir activiste décoloniale et peut, du coup, si elle se déconstruit et qu'elle se forme? Moi, je dis que oui, même une personne blanche peut devenir activiste décoloniale. Et moi, j'incite vraiment les personnes blanches à devenir antiracistes et activistes décoloniales parce que vous êtes les personnes qui bénéficient quand même directement de ces systèmes qui produisent encore des effets hiérarchiques et discriminants de par le monde. Ouais.
Mais c'est rigolo parce que j'en parlais justement avec des copains l'autre jour qui disaient que, enfin, limite, le fait d'être noir, c'était d'office. Du coup, quoi, nous, on doit d'office être activiste antiraciste. Et moi, je trouvais que limite, moi, j'avais plus de responsabilité de devoir le faire Mm. que toi, par exemple, tu vois? Mais c'est juste que nous, on n'a pas le choix Oui. parce que on est confronté à ces violences dès notre enfance et du coup, on est un petit peu activiste malgré nous. Mhm. J'ai une bonne copine qui est actrice et qui me disait que, voilà, une actrice noire et qui me disait qu'elle s'est retrouvée à devenir activiste dans le milieu artistique alors que elle voulait juste être actrice à la base. Ouais, c'est Et ça. c'est pour dire que, en fait, on n'a pas le choix en tant que personne racisée, en tant que personne noire de l'être. Mais vous, les personnes blanches, vous avez aussi une véritable responsabilité du fait que vous bénéficiez de ces privilèges-là, que produisent ces inégalités, ce système néocolonial et raciste. Mhm. Et donc, oui, devenez des activistes antiracistes et des coloniaux parce que finalement, même si vous ne vous en rendez pas compte, ce système, il est bénéfique pour personne, in fine. Euh, et donc oui, vous avez aussi une responsabilité là où nous, on a, entre guillemets, comment je pourrais dire le mot, quand on n'a pas le choix. Bah, oui, inévitable, quoi, Oui, entre voilà. guillemets. Mais c'est vrai, mais c'est comme le système capitaliste. Alors pour tout le monde, je sais pas, mais en tout cas pour une toute petite partie de la population, c'est bénéfique. Et puis pour tout le reste, c'est bien plus. Enfin, on y gagnerait beaucoup en fait à avoir une société moins raciste, moins patriarcale, etc. Ouais. Ça me permet justement de faire la liaison avec ta deuxième, une de tes autres manières d'être activiste, donc écoféministe. Pareil, là aussi, j'essaye de me déconstruire, de m'informer. Donc toi, comment tu définis cet activisme et c'est quoi les actions que tu entreprends par rapport à ça? Eh bien, en fait, moi, je dois te dire la vérité, c'est que je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps, en fait, que j'étais écoféministe. C'est-à-dire que je me suis jamais définie comme ça avant. Quand je me définissais en tant que militante, je mettais pas l'aspect écoféministe. C'est vraiment quand j'ai commencé à travailler sur les questions de développement durable et d'environnement, quand j'ai intégré le cabinet de la ministre fédérale de l'Environnement, que je me suis rendu compte qu'en fait, depuis très longtemps, je mettais en place des choses dans mon quotidien, des choses un petit peu écologistes et surtout environnementalistes, sans m'en rendre compte. Comment ça va se matérialiser au quotidien, mon écoféminisme? Déjà, j'essaye d'adopter des attitudes éthiques vis-à-vis de tout. C'est-à-dire que j'ai complètement changé ma façon de consommer. Quand je consomme, j'essaye maintenant de consommer de façon éthique. Je fais très attention de ne plus consommer de fast fashion. Je fais très attention aussi quand je consomme, quand je fais mes courses. J'essaie d'acheter plutôt des produits locaux, des produits bio, mais vraiment qui ont été produits par des agriculteurs belges avec des normes environnementales sécurisées. Et pareil, vraiment, j'ai changé complètement ma façon de consommer, de manger, de... Ouais. De se mouvoir, enfin, de se Ouais, transporter, ouais, etc. même ma mobilité aussi, Ouais, elle a changé. Oui, ma mouvoir, mobilité. putain. Et même, en fait, ma façon de voyager et de concevoir les voyages a changé. C'est-à-dire qu'avant, je ne me rendais pas compte qu'en tant que touriste, j'avais un impact énorme sur l'environnement. Et maintenant, quand je voyage, j'essaye de produire le moins possible de carbone. J'essaye de toujours choisir plutôt un mode de voyage plus doux. Et surtout, je fais attention à ne pas détruire l'écosystème dans lequel je vais arriver. J'essaie d'aller dans des logements plutôt durables et qui respectent l'environnement. Et c'est aussi pour ça, par exemple, que pendant très longtemps, j'ai refusé d'aller aux États-Unis. Et j'ai craqué cette année parce que j'ai offert un voyage aux États-Unis à mon mari. Mais pendant très longtemps, je refusais d'aller aux États-Unis parce que pour moi, les États-Unis représentaient ce qu'il y avait de pire en termes de consommation, en termes de dérèglement climatique. Et en fait, ce genre de choses, je le faisais sans m'en rendre compte que c'était de l'activisme écologique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me définis pleinement comme ça parce que je m'en rends compte, je m'en suis rendu compte grâce à mes collègues et en arrivant au cabinet, comme je l'ai dit. Mais voilà, ce genre de choses que je fais, et c'est à la portée de tout le monde, quoi. On ne dit pas qu'on doit arrêter de vivre, mais juste se rendre compte que nos actes et nos gestes ont des impacts réels et dévastateurs sur
toute une partie du monde entier, c'est hyper important et qu'avec des gestes simples au quotidien, comme faire attention à ce qu'on consomme, faire attention à où on achète, à qui on donne son argent, faire attention quand on voyage, eh bien tout ça, franchement, ça peut changer la vie des gens et améliorer le quotidien de tout le monde parce qu'on n'a qu'une terre, on est tous dans le même bateau, donc même si nous, on ne ressent pas les effets directement, comme c'est le cas pour une partie du monde entier, eh ben en vrai, si le monde coule, on va tous couler. Et après, sur une note plus positive, il y a une citation que j'aime bien de Jason Hickel qui dit « Heureuse coïncidence que ce que nous devons faire pour genre, vivre mieux et en gros décarboner la société, mais bon, il ne le dit pas comme ça, c'est aussi ce que nous devrions faire pour être heureux. » Et en fait, ça me permet de faire la liaison avec, tu sais que moi, donc, je travaille sur la question des nouveaux récits. Et tu sais, il y a beaucoup d'invités que j'ai ici qui me partagent que leur nouveau mode de vie, leur nouveau mode de pensée, en tout cas les évolutions ils et elles ont pu faire, les rend en fait plus heureux et plus heureuses. Et toi déjà, est-ce que ce terme nouveau récit, est-ce que tu en avais déjà entendu parler, est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi? J'avoue que j'en avais jamais vraiment entendu parler. C'est quelque chose que j'entends de plus en plus maintenant, mais ça voulait pas dire vraiment, ça veut pas dire grand-chose pour moi parce que nouveau récit pour qui? Pour quelle communauté? Je pense que nouveau récit, c'est quelque chose qui est très eurocentré et c'est quelque chose qui est, de façon générale, qui est propre aux communautés qui sont privilégiées et on a tous des privilèges. Donc, nouveau récit, c'est surtout pour moi, en tout cas, quand on est privilégié et que soudainement, on se rend compte que, en fait, à côté de nous, il y a plein d'autres communautés qui subissent des discriminations et des violences et qu'on se rend compte que, en fait, nos comportements, nos identités ont des impacts directs sur ces communautés discriminées et on va leur donner la parole et ce seront des nouveaux récits. Enfin, c'est un peu comme ça que je l'entends, mais je trouve que ça veut pas dire grand-chose et que c'est surtout très eurocentré et très privilégié comme façon de voir les choses. Merci pour ton honnêteté. Je pense que c'est vrai, je pense qu'en gros, l'idée aussi des nouveaux récits, si moi je revois un petit peu les choses que j'ai étudiées, les choses que je commence, enfin voilà, je commence vraiment à m'informer sur ces thématiques, c'est que changer les récits dominants. En fait, ça peut tant être des récits donc dans la culture, donc dans la fiction, donc là c'est plus les récits dystopiques et tout, et donc en fait, comment on imagine le futur. Donc ça, je pense que c'est pas nécessairement eurocentré, c'est plutôt un récit global de l'humanité, voilà, va droit dans le mur. Et donc, il y a plus de chances qu'on y aille vu qu'on est en train de créer 99% de tout ce qu'on crée, c'est ça. Et on n'est pas en train de créer des meilleures histoires. Après, c'est sûr que sur les récits American Way of Life et les récits de consommation, c'est des récits privilégiés, mais je pense que c'est quand même des récits qu'il faut changer au sein de ces communautés plus privilégiées pour justement sensibiliser, etc. Et à l'inverse, je trouve que ce qui est intéressant, il y a un bouquin derrière toi qui s'appelle All We Can Save, que j'ai entamé aussi avec justement 2 écrivaines américaines qui sont super, qui parle des peuples indigènes. Et donc, c'est comment s'inspirer. Un nouveau récit, c'est aussi notre relation à la nature. Et donc, c'est redonner, en fait, raison, au final, à ces peuples indigènes que les anciens pays occidentaux considéraient comme non civilisés. Et là, on se rend compte qu'en fait, on doit les écouter et qu'en fait, les récits En fait, les récits, c'est juste une manière de raconter les histoires qu'on se raconte, les histoires qu'on raconte au sens large. Donc moi, personnellement, je pense quand même que ça a un très gros impact parce qu'en fait, on est une espèce fabulatrice. On est drivé par des histoires tout au long de notre vie, de notre naissance à notre mort et même encore après, pour certains, entre guillemets. Est-ce que tu penses que par rapport au sujet qu'on a traité avant, les sujets sur lesquels toi, tu travailles vraiment activement, tu penses que ça peut quand même être une forme de solution? En fait, je pense que dans le terme nouveau récit, ce qui, moi, me pose un petit peu problème, en tout cas, ce qui me pose question, c'est le mot nouveau. Parce que, comme je l'ai dit, je pense que c'est nouveau, mais juste d'un point de vue, dans le sens où ce sont des récits qui ont toujours existé, mais qu'on n'a jamais voulu écouter. Et c'est pour ça qu'on parle de nouveauté, mais j'ai un problème à dire que c'est nouveau dans le sens où pour moi ils ont toujours existé, les indigènes ils ont toujours existé, c'est juste que maintenant il y a des forces et des actions qui font qu'on les écoute et qu'on va les mettre au centre, là où on ne les a jamais mis au centre, pour parler du livre que tu m'as cité, mais ils ont toujours existé et donc on ne peut pas vraiment au sens propre parler de nouveauté, on peut parler de recentralisation entre guillemets, mais oui, moi je pense que c'est une solution pour revenir à ta question, parce que quand on veut construire
des solutions durables, il faut mettre les personnes concernées au centre des récits et au centre des solutions qu'on va construire. C'est pour ça que moi, quand j'aide par exemple certaines institutions à mettre en place des plans de lutte contre le racisme ou des plans sur le genre, je leur dis toujours que ça ne va pas se faire sans les personnes concernées parce que sinon ça n'aura aucun effet en fait, ça n'aura aucun impact. Comment tu peux trouver des solutions et qu'elles soient efficaces si tu ne parles pas aux personnes concernées et aux personnes qui sont directement impactées en fait par ce pourquoi tu luttes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et complètement. donc, oui, moi je pense que c'est une solution. Donc, oui, on peut parler de nouveaux récits, même si, comme je te l'ai dit, pour moi, c'est pas nouveau. C'est juste qu'on va recentrer en fait la parole et on va recentrer le narratif Ouais. et changer de paradigme. Mais... C'est très intéressant, parce que je pense que c'est quelque chose qui manque dans certaines des approches eurocentrées des nouveaux récits. Mais donc, il y aura peut-être quelque chose à construire sur un nouveau récit recentré, ou je ne sais pas comment on l'appellera. Mais c'est hyper intéressant, en tout cas, merci beaucoup. Tu sais, comme pour entre guillemets clôturer cet échange ensemble, il y a quelque chose que j'aime bien faire. Et toi, tu as eu la chance, du coup, d'avoir été recommandé par Maïté. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as envie de voir dans ce siège à ta place, que tu penses que je devrais inviter? Il y a vraiment, tu sais que je réfléchis à cette question depuis le jour où tu m'as invitée parce qu'il y a tellement de Ok, tu de peux m'en dire personnes. 2 ou 3, mais max 2 ou 3. 3. Max 3. Ben, je dirais Sarah Diedro, qui est une des femmes qui m'inspire le plus, qui est spécialiste en storytelling, mais qui a aussi un parcours de vie incroyable. Elle a vécu dans je ne sais pas combien de pays. Elle est partie de rien aussi en allant dans ces pays-là. Et en fait, elle est l'exemple même de quand on veut, on peut, et que rien n'est impossible. Mais moi, personnellement, elle m'inspire beaucoup. Elle est française, d'origine angolaise, ivoirienne. Aujourd'hui, elle vit au Portugal, mais elle revient souvent à Bruxelles. Donc peut-être qu'un jour, tu auras l'occasion de la rencontrer. Mais je dirais que oui, Sarah Diedro, c'est la personne, c'est une des personnes que je rêverais de voir ici parce que c'est une des personnes aussi, tu vois, quand on parle des personnes qui sont solaires, Sarah, pour moi, elle représente ça. Elle est vraiment, quand elle arrive dans une pièce, elle illumine la pièce. Et voilà, donc je dirais Sarah. Je dirais aussi Aurélie Maloua, qui a créé Belgian Entrepreneur, qui est vraiment une pionnière, en tout cas dans l'entrepreneuriat des femmes noires, parce que grâce à Belgian Entrepreneur, elle a permis en fait de mettre en avant une série d'inégalités que les femmes noires entrepreneurs, auxquelles ces femmes noires entrepreneurs faisaient face. Et aujourd'hui, grâce à elle, une série de femmes noires qui entreprennent ont de la visibilité et ont surtout des formations grâce à son entreprise, des formations, un carnet de contacts solide. Et on sait que quand on entreprend, c'est hyper important. Donc oui, je dirais Sarah Diedro et Aurélie Maloua, pour ne rester qu'à 2 personnes. Merci beaucoup. Du coup, comme tu sais, j'aime bien terminer aussi ces échanges en laissant encore la parole à la personne que j'invite. Donc, est-ce qu'il y a un petit mot de la fin que tu aimerais partager avec nos auditeurs, auditrices? Ben, le mot de la fin, ce serait vraiment de se rendre compte qu'en tant qu'être humain, on peut tous avoir un impact positif sur le monde et on peut tous faire des petits gestes quotidiens qui rendront le monde meilleur. Et il ne faut jamais douter de sa propre capacité à rendre le monde meilleur et à arriver à atteindre ses objectifs. Moi, je pense que je suis un très bon exemple de quand on veut, on peut, et que même quand on part de rien, on peut quand même y arriver. Faut juste toujours croire en soi et jamais douter de ses capacités, non seulement à atteindre le meilleur pour soi-même, mais aussi pour le monde. Merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'ici. J'aimerais vite remercier mon équipe, toutes les personnes qui m'aident sur ce projet, parce que non seulement on n'est pas trop petit pour faire une différence, mais je pense que quand on est ensemble, on peut aller plus loin. Et donc moi, j'ai la chance d'avoir une équipe formidable qui m'aide, d'hommes et de femmes motivés. Et donc j'espère pouvoir peut-être te réinviter un jour ou pouvoir inviter les personnes que tu m'as conseillées. Merci.